Je vais essayer d'expliquer pourquoi ce fichier, bien qu'en SVG, n'est pas facilement utilisable. Alors j'ai ouvert la fenêtre Calques et objets qui me permet d'observer tous les constituants du fichier. Je constate que j'ai des groupes dont je peux voir le contenu, et puis j'ai des chemins isolés. Alors on va étudier tout bêtement le premier groupe là. Alors manifestement, dans ce groupe, j'ai deux chemins. On va essayer de comprendre ce que sont ces deux chemins. Donc j'ai sélectionné le premier et je le déplace. Alors je vois que ce chemin, c'est un contour épais avec un dégradé de couleur. CTRL Z me permet de revenir en arrière. Le suivant, c'est l'autre feuille et elle est constituée de la même façon. On remarque, on n'a pas fait attention tout à l'heure, mais on remarque en déplaçant que ce chemin passe sous un autre. Donc probablement a-t-on des superpositions. Si on regarde le groupe suivant, ça concerne la feuille suivante. C'est la même organisation. Les chemins isolés maintenant. Celui-ci, je le prends et je découvre une surface qui tient lieu de nervure. CTRL Z, je remets en place. Ça s'appuie sur le côté gauche de la feuille et ça passe sous les baies rouges. Ensuite, on a la même chose avec chaque nervure. On peut imaginer maintenant qu'on va avoir les trois boules. Alors, on trouve quoi? On trouve ce chemin, le 39-24. Ok. Le 39-26, c'est cet effet de couleur. Et le 39-54, c'est l'autre effet de couleur. Parfaitement superposé au reste. Ici, on voit que le noir a disparu. Ça tient au fait que j'ai déplacé la boule et que le paramétrage du dégradé fait que désormais le centre noir est parti ailleurs. Donc, je remets tout en place, CTRL Z, et je dis que là, ce modèle ne peut pas me convenir tel quel. Comme il ne peut pas me convenir, du point de vue de sa constitution en SVG, je vais décider de l'utiliser comme modèle pour travailler ensuite. J'aurais pu éventuellement l'aplatir. On va quand même le faire. C'est-à-dire, je sélectionne tout. Et j'aplatis l'image. Donc, dans le menu chemin, j'aplatis. Alors, je vois qu'il m'a fait des choses assez fantaisistes, parce qu'en aplatissant, il a essayé de prendre les valeurs de couleur de chaque élément, mais comme j'avais des dégradés, il a eu du mal à s'en sortir. On va néanmoins regarder ce que ça donne. Alors, je vais sélectionner, voilà, par exemple, cette chose-là, la nervure. Et la déplacer. Et je constate que aplatir a bien fait son travail. Là, j'ai la nervure qui ressort, c'est une surface, et je vois que dans le dessous, j'ai bien le blanc du dessous qui apparaît. Ça veut dire que les zones ont été évidées. Néanmoins, je ne ferai pas grand-chose avec ça. Donc, je préfère, et c'est la technique qu'on va utiliser, je préfère redessiner. Comme je ne suis pas excellente en dessin, donc CTRL Z pour revenir au début, comme je ne suis pas excellente en dessin, je vais prendre cet élément-là, en faire un groupe, CTRL G pour faire un groupe, je vais l'appeler base, c'est la base de mon travail. Tant que j'y suis, je vais voir ce qu'elle mesure, cette base de mon travail.
C'est en pixels, j'aimerais que ce soit en centimètres. 8 par 8, c'est pas mal. C'est pas mal, je veux faire des sous-verts qui soient utilisables éventuellement sur une machine à petit cadre. Donc ça me convient bien. Quand on va travailler sur un motif, on part toujours du format sur lequel on veut travailler. On a comme ça des points de broderie recalculés qui sont les plus proches, les plus corrects par rapport à la réalité de l'objet. Cette base-là, je vais la figer dans sa forme actuelle, c'est-à-dire interdire sa modification. Ça va me servir de support, c'est tout. Et je vais faire en sorte qu'elle disparaisse un petit peu pour pouvoir retravailler par-dessus. Voilà comment, même à partir d'un SVG, je peux retravailler sur une image. J'essaye toujours de travailler sur la taille définitive. On a vu que pour les sous-verts, 8,5 par 8 pouvait aller, mais j'ai par exemple un autre usage où je souhaite que mon motif soit plus grand et qu'il rentre dans un cadre de 13-13 par exemple. Donc je partirai d'un modèle un tout petit peu plus grand. Pour ça, je le déverrouille. Il est sélectionné. Pour l'agrandir régulièrement tout autour du centre, j'appuie sur majuscule. Et pour conserver les proportions, j'appuie sur CTRL. Et je laisse ces deux touches appuyées pendant toute la manip. Et on voit que les deux, je ne peux pas déformer autrement que proportionnellement. Alors j'ai dit un cadre 13-13 par exemple, donc je dois rester en dessous de 13. Pas 13008, ça ne passera pas. Plutôt 12959, voire un tout petit peu moins. Voilà. Et comme ça, je travaillerai plutôt à partir de cette forme que je rebloque. Eh bien, on se retrouve pour le tracé. Alors pour le tracé, je vais utiliser deux fonctions essentiellement. Les cercles, parce que là j'ai des cercles que ce sera beaucoup plus facile à faire ainsi. Et puis l'outil plume qui permet de tracer les courbes de Bézier. Alors on va démarrer par les cercles. Donc je dessine au trait, sans fond, les cercles. Grosso modo. Quand je veux rectifier une taille, je passe en mode sélection et j'affine. Ici, il ne faut pas avoir, voilà, on ne va pas mettre d'aimantation du tout. On désactive le magnétisme. Voilà. Le magnétisme étant désactivé, on est beaucoup plus libre. On a aussi intérêt à zoomer. Bon, là, respecter la taille n'est pas impératif, mais je vais faire au mieux. Voilà pour le premier. Voilà pour le deuxième. C'est pas mal du tout. Le troisième. Voilà. Donc là, j'ai à peu près les boules. Je vais m'occuper des feuilles. Alors l'important, je vais utiliser l'outil plume. Alors je vais m'occuper de cette première feuille là-haut. L'important, c'est d'avoir toujours des lignes qui se croisent bien. Donc là, je trace les pointes. Des lignes qui se croisent pour que toutes les formes soient bien fermées. Quand ma ligne est tracée, je passe en mode nœud et je peux affiner mon tracé. Donc là, on modifie l'allure de la courbe. Ça, c'est une technique. Il en existe une autre qui consiste à utiliser les poignées. Les poignées de chaque nœud. C'est une question d'habitude. C'est aussi une question de pratique. Je dois dire que souvent, je préfère travailler directement
sur la courbe comme ici. Donc, je continue et je passe à la feuille suivante. Alors, on va aller très vite, parce qu'en fait, c'est hyper rapide ce travail-là. Là, il faut que ça croise. Donc, on va voir ça. Là, telle que la ligne est, elle n'est pas bonne, puisqu'elle ne croise rien. Alors, ce que j'ai l'intention de faire, quand je repasse en mode nœud, hop, voilà, c'est de la faire bien croiser là. Voilà, donc on trace les 3 boules, les 3 feuilles. Pour les détails, on verra ensuite. Pour les détails de broderie. Ici, pardon. Donc je reprends l'outil tracé. Hop. Clic et clac. Voilà, le modèle, je ne suis pas obligée de le suivre à la lettre. J'évite des points trop pointus. Tiens, celui-ci, je vais l'orienter plutôt par là. Puis là, j'ai rien fait sur celui-ci. Voilà. Ok. Si je cache ma base, voici ce que je viens de dessiner. Alors, c'est très bien d'avoir mis tout ça dans un groupe, parce que ce groupe-là, je vais le faire apparaître et disparaître comme j'en ai envie. Alors maintenant, je veux quand même mes feuilles, enfin mes divers éléments. Pour ça, je vais sélectionner tout ce que je viens de dessiner et je passe en mode construction de forme. Dans le mode construction de forme, j'ai 2 choix, ajouter des éléments ou en retirer. Ici, je vais ajouter des éléments. Alors, imaginons que, voilà, cette boule, ok, elle est comme ça. Celle-ci, je reste appuyée, je reste cliquée avec la souris et j'achève. Ça me permet d'assembler des éléments entre eux. Pour cette feuille, j'ai besoin de ce petit bout plus la feuille. Cette feuille-là est bonne. Et là, j'ai besoin du petit bout. Le petit bout, on avait une ligne qui sortait et on voit que cette ligne qui sortait, elle disparaît puisque ce n'est pas une forme fermée. Je vais assembler voilà, ces 2 éléments dans une même feuille. Et voilà, ma construction est terminée. Je peux soit dire qu'elle ne me convient pas et j'annule tout, soit dire que je suis très contente et j'accepte. Voilà l'allure de mon dessin presque terminé. Presque terminé parce qu'il faudrait que je fasse les nervures maintenant. Allez, on y va courageusement. Donc on a ici, je vais remettre l'aimant pour le coup. L'aimant va permettre de m'accrocher là au milieu. Voilà, la nervure de ce côté. Ici, hop. Voilà. Et puis, hop, cette pointe. Et hop. Mes nervures, je vais les rendre un petit peu moins rigides. Voilà. Je prends des libertés par rapport à mon dessin original. Hein, voilà. Et je voudrais maintenant partager les feuilles. Donc ça, c'est pour vous montrer que l'outil construction de forme, on peut l'utiliser au fur et à mesure du travail. Je sélectionne une nervure, une feuille, une nervure, une feuille, et je construis. Hop, et hop. Je termine. J'ai mes 2 demi-feuilles parfaitement jointives. Hop, la feuille et la nervure. Pour sélectionner 2 objets, j'appuie sur la touche majuscule. Je passe en construction de forme, et 1 et 2. Et pour la dernière, je sélectionne... Ah, pardon, c'est terminé.
Je sélectionne pour la dernière la nervure, la feuille, et en construction de forme, je demande, hop et hop. Je termine, mon objet est préparé. On va passer maintenant à l'étape suivante, qui consiste à anticiper sur les points de broderie en codant avec les codes qu'on va voir ensemble, de façon à pouvoir ensuite broder. Ce serait bien d'organiser tout ça. Alors on peut, en mode sélection ici, voir à quoi correspond chacun des éléments. Donc on a des demi-feuilles, on a ici les 3 boules. Ces 3 boules, on les sélectionne ensemble, touche Shift majuscule, et puis on sélectionne le premier, le dernier. CTRL G, hop, CTRL G, on groupe tout ça dans un groupe qu'on appelle boule. Tiens. Je le descends, hop, d'un cran, et là, je sais que j'ai toutes les feuilles. Donc je groupe, CTRL G, ou bien je passe par là, et j'appelle ça les feuilles. Voilà. Et alors, ces 2 éléments, je les groupe à nouveau. Donc dans le groupe, j'ai 2 groupes. Il faut s'habituer à tout ranger dans des tiroirs. Voilà. Et ce groupe-là, je ne vais pas travailler directement dessus. C'est la base de mon interprétation. Comment moi, j'ai interprété la base qui était celle-ci. On a intérêt à garder des éléments de son travail, jamais d'accent à l'intérieur, de façon à pouvoir les réutiliser en cas de mauvaise manip plus tard. Pardon. Base, interprétation. Voilà, j'y arrive. Et ça, je vais encore une fois le figer. Ça me servira éventuellement plus tard. Et je vais le dupliquer. Et à partir de maintenant, donc là, celui qui est dupliqué, je le déverrouille, et c'est là-dessus que je travaille. Alors je vais d'abord travailler sur les surfaces. Mon idée, c'est d'avoir des surfaces en remplissage divers, et je m'occuperai ensuite de la réalisation des contours. Donc pour les surfaces, j'ai les boules. Les 3 boules, je vais par exemple les mettre en rouge. Et puis les feuilles, toutes les feuilles, je vais les mettre dans un vert. Quand on brode des surfaces, on brode d'abord les surfaces, éventuellement des contours ensuite. Donc je vais sélectionner l'ensemble des feuilles et supprimer, clic bouton droit, supprimer les contours. Je vais sélectionner l'ensemble des boules, clic bouton droit, supprimer les contours. Et pour être sûr que cette base ne me gêne pas, je la rends invisible. Donc voilà. Là, je suis prête à travailler des surfaces. Ah, je me dis qu'au niveau là, ouais, c'est comme si la feuille passait dessus. Il y a quelque chose que j'ai mal fait au passage. Et comme je n'ai pas gardé un calque d'avant la construction de forme, je ne peux pas rectifier. C'est pas dramatique. Alors, on va s'occuper des boules. Les boules, j'aimerais les remplir de façon à leur donner un effet de volume avec un remplissage circulaire. Et je voudrais faire la même chose pour les 3 boules. Donc je les sélectionne ensemble et je vais les paramétrer ensemble.
Alors en standard, il me fait un remplissage automatique qui va avoir des avantages, c'est qu'il est déjà tout prêt, mais des inconvénients, c'est parmi eux que c'est pas du tout ce que je veux. Alors je vais passer en remplissage circulaire. Voilà. Je vais supprimer la sous-couche, je ferai une sous-couche globale. Ça, on en reparlera à la fin. Voilà. J'aimerais que sur mon point de remplissage circulaire, on ne voit pas les chemins de dessous qui vont d'un point à un autre. Donc je le dis, je n'en veux pas. Pour l'instant, ça me fait un remplissage extrêmement régulier. La longueur de point à 2,5, je trouve que c'est un peu court. Je passe à 3. On voit que le nombre de points a réduit. Selon le... Voilà, ici je suis si je suis à 2, j'ai 1187 points. Si je suis à 3, j'en ai plus que 907. J'ai quasiment diminué de 300 points. Trop de points, ça abîme le tissu d'une part, et ça rend les broderies très cartonneuses. Là, les centres vont pas être géniaux, donc je vais utiliser une possibilité que j'ai, qui est de faire varier l'espacement entre les rangées. Je vais laisser 0,25 à l'extérieur et je vais demander qu'au centre, on soit sur une valeur plus importante, par exemple 0,6. Voilà, et là on a un petit dégradé de la façon dont il brode chaque cercle. On pourrait mettre un tout petit peu moins, je laisse ça néanmoins. Ok, et puis je ne voudrais pas ces centres tout au centre, je voudrais les déporter un petit peu à l'extérieur. J'oublie pas d'appliquer et de valider. Hein. Et sur ces 3 boules-là, je vais demander à décentrer le remplissage. Pour ça, je vais attacher des commandes de remplissage. Pardon, c'est les commandes que je voudrais attacher aux objets sélectionnés. Vous constatez que à droite, là, j'ai un petit symbole qui me dit qu'il existe un raccourci, que je ne suis pas obligée de faire tout ce trajet. Contrôle point d'exclamation, commande point d'exclamation me permettrait d'obtenir la même chose. Alors, ce que je veux, ce sont des cibles. J'applique et je ferme. Donc, il vient de m'installer plusieurs cibles. Alors, on ne les voit pas très bien, tout bêtement, parce qu'on a des objets qui sont les uns sur les autres. Au-dessus des boules, il y a les feuilles. Alors, comme je ne vais pas arriver à me saisir de ça facilement, sans déplacer autre chose, mais je vais le déplacer parce que je ne vous ai pas montré que dans les feuilles, je ne vous ai pas montré l'effet le résultat de la construction de forme. La construction de forme, ça m'a permis d'éviter toutes les formes. J'ai 0 superposition. Alors, je reviens à ma commande. Je ne peux pas la manipuler comme ça, elle n'est pas visible. Donc, je vais utiliser les positions X et Y. Je vais remonter. Hop, voilà, la voilà ma commande. Alors, on s'approche. Je peux la saisir, la déplacer. Et si je la place là, c'est cette partie-là qui va indiquer où est le centre. Et là, ça veut dire que je tournerai autour de ce point. On vérifiera tout ça ensuite. Bon, celle-ci, j'y accède. Elle correspond à cette boule-là. Allez, je vais mettre là à l'extérieur. Et puis celle-ci, eh ben, je n'y accède pas comme ça, elle est cachée dessous. Qu'à cela ne tienne, je la fais remonter. Je peux aussi la faire aller à gauche, à droite. Hein, voilà. Et je peux la manipuler quand elle est visible à la main. On va dire que celle-ci, je la laisse relativement près du centre. Et sur tout ce groupe boule, je vais maintenant refaire un paramétrage. Et là, j'utilise les raccourcis clavier. Et on voit qu'effectivement,
mes centres ont changé. Ils ont changé et en plus, oui, du fait de l'espacement entre les rangées que j'ai agrandi, j'ai encore réduit le nombre de points. Je suis passée à 630 points pour les boules. J'applique, je quitte. Si je veux avoir une petite idée du rendu des boules, je demande dans les extensions, dans visualiser et exporter, à prévisualiser le plan de broderie. Et là, je voudrais une vue réaliste. Elle est positionnée hors du canevas. On va voir ce que c'est qu'un canevas. Appliquer, hop, je ferme. Hop, voilà, le canevas, c'est ma feuille de travail. Et tout à côté, il a visualisé ce que je viens de programmer, un peu comme si je le brodais. Donc là, je vais avoir des effets de transparence. Je vais avoir des zones relativement denses et des effets de transparence. C'est ce que je voulais, donc je ne vais pas aller contre. Je vais m'occuper, je supprime ce plan de broderie, c'est pas utile de le garder. Hop. Je vais m'occuper des feuilles. Alors j'ai fait plusieurs essais et finalement, ce qui rend pas mal sur les feuilles, c'est un remplissage automatique avec des directions différentes suivant les demi-feuilles. Donc on va déjà, pour tout le monde, définir le remplissage automatique. Il est défini par défaut, sauf que, encore une fois, je vais enlever la sous-couche parce que je veux une sous-couche globale. Donc extension, Inkstitch, paramètres, clac. Donc j'enlève la sous-couche de remplissage. Mes points de remplissage, hop. L'espace entre les rangées, c'est ce qui définit, oh je ne veux pas les chemins de dessous, l'espace entre les rangées, c'est ce qui définit la densité des points. Et par voie de conséquence, le nombre total de points. Je n'aime pas quand c'est trop dense et avec des bons fils bien couvrants, 0,25, c'est trop serré. Donc là, je passe à 0,33 qui, pour moi, est une valeur plus raisonnable. Alors, on voit que tous les points, alors, oui, ma souris, voilà, on voit que tous les points sont à l'horizontale. Sur des feuilles, c'est pas un effet génial. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir des points qui soient inclinés sur chaque feuille. Donc il va falloir que je reparamètre en fonction de ce que je veux obtenir. En fait, il faut seulement que je reparamètre l'angle des lignes de points sur les différentes feuilles. Donc j'ai appliqué déjà ce paramétrage, ça me donne le plus gros. Maintenant, pour chaque feuille, je vais réfléchir à ce que je mets comme angle. Donc on va prendre la première, hop, sur cette feuille, je prends mon outil de mesure, clic. Et sur cette première feuille-là, est-ce que j'incline comme ça? Est-ce que j'incline comme ça? Je voudrais pouvoir lire l'angle. Voilà. Donc si j'incline mes points de cette façon-là, je suis à un angle de moins 116, machin. Moins 110, moins 115, ce sera bien. Donc, sur ce chemin-là, je le reparamètre à moins 115. Voilà. Et puis je vais paramétrer celui d'en face. Hop. Celui d'en face, et ben c'est celui-ci. Donc je reprends mon outil. Alors là, hop.
ok. Là, ça serait plutôt quelque chose comme ça, à 40. Ok. Oui, 40, c'est bien. Donc le 73, CTRL-SHIFT-P, hop, à 40 degrés. Et pour se persuader que c'est bien, on va faire un petit rendu sur ces deux chemins. Alors, j'ai un raccourci clavier, mais on peut toujours passer par les paramètres. Voilà. Donc là, 40, c'est pas bon du tout. Alors là, de ce côté, le premier, c'était bon. Le deuxième, je l'ai vraiment validé. Oui, c'est moins 40, c'est pas possible ça. 40. Voilà. J'ai mal lu, je ne sais pas ce que j'ai fait. On reprend les deux, donc ça, le plan de broderie, je mets à la poubelle. 72, 73. Voilà. Alors, quand on s'approche, on voit bien que les points s'en vont dans des directions un petit peu différentes. Puis on a cet effet de côte qui est produit par le décalage. Alors, sur ces deux feuilles-là, je vais demander à ce que la longueur des points, à ne plus avoir cet effet-là. Donc, la longueur max des points de remplissage, sauter, chemin dessous, rendre aléatoire la longueur du point. Voilà. Ça va permettre qu'on soit plus gêné par cette espèce d'effet-là. Voilà, donc j'enlève le plan de broderie. Je le refais sur les 72-73. Oh, pardon. C'est pas ça. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que rendra cette feuille. Côté remplissage. On va continuer pour toutes les autres feuilles exactement de la même façon. Et avant de continuer, puisque ça marche bien, je tourne dans ce sens. J'ai fait celle-ci, puis celle-ci. La 72, puis la 73. Donc la 72 va être brodée, puis la 73. Il faudrait que celle-ci soit la suivante, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. On va classer tout ça. Donc la 72-73, on peut quasiment, on pourrait en faire un groupe. C'est pas obligatoire. Par contre, après la 73, je voudrais, non pas celle-ci, celle-ci. Donc je vais la positionner après. Celle-ci, c'est la 77. Je vais la positionner après. Puis la 75, puis la... Voilà. Donc au niveau de la broderie, la machine travaille de bas en haut. Et ça veut dire qu'elle va broder les feuilles dans cet ordre-là. Je vous laisse terminer seul les calculs de valeur d'angle pour les autres feuilles. On vient donc de terminer le paramétrage des feuilles et des boules. Et je vous présente donc le seul groupe visible. C'est la base pour les surfaces, que voilà. Et le plan de broderie correspondant. Donc on voit que l'inclinaison des points est réalisée correctement partout. On a bien nos petites boules circulaires. On va maintenant envisager la sous-couche. Donc je supprime le plan de broderie. Alors la sous-couche, c'est un élément important parce que c'est ce qui permet de broder en ayant un tissu stabilisé. Ça permet d'accrocher le tissu sur lequel on brode au stabilisateur. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement dense, mais on a quand même besoin d'avoir un réseau de fils qui maintient les deux ensemble.
ça évitera une partie des déformations dues à la broderie, car la broderie resserre le tissu. Et ça, c'est un effet qu'il faut éviter autant que faire se peut. Alors, voilà notre calque visible, celui sur lequel on travaille. Quand les autres calques ont les yeux fermés, ça veut dire qu'on ne peut rien faire dessus. Et en plus d'avoir des yeux fermés, j'avais également bloqué, de façon à ce qu'on puisse même pas intervenir dessus. Donc là, je sélectionne tout ça et je vais demander dans Inkstitch et les outils de remplissage de me faire ce qui s'appelle une assise de point couchant. J'ai des options. J'ai notamment l'option qui permet de conserver les trous. Imaginons que, allez, j'ai eu un animal qui a fait un trou ici, donc la feuille est percée, et je ne veux donc pas de sous-couche dessous. On peut soit conserver ces trous-là, soit faire quand même une sous-couche. Alors ça, c'est un choix esthétique, et il vous appartient. On peut faire de l'embossage, L'embossage, ça consiste à faire apparaître pour les tissus poilus la partie poilue, donc tout autour, on tasse les poils avec des points, qu'on appelle une assise de point couchant. Alors moi, ce que je veux, c'est pas de l'embossage, c'est une sous-couche toute bête. Je veux la décaler légèrement à l'intérieur parce que je ne veux pas qu'elle déborde. La jointure, c'est comment la machine va finir mon travail. Pour ma part, je n'ai pas besoin de jointure. Alors par défaut, il m'en met une toute petite. Je ne vais pas le mécontenter, je le laisse faire et j'applique. Et je vois un nouveau calque qui est apparu. Il est d'ailleurs à peine visible, il n'est même pas visible du tout, je peux le sélectionner, c'est tout. Alors pour l'apercevoir, je vais rendre ce groupe transparent. Et par transparence, on voit que dessous, une surface noire est apparue. Alors pour l'instant, je vais la laisser apparue pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe. Ce doux nom-là est peu explicite. Donc je vais l'appeler sous-couche. Sous-couche. Voilà, tout bêtement. Donc c'est un chemin. Et cette sous-couche-là, je peux la paramétrer. Alors, elle est paramétrée en standard, en point couchant. Je peux modifier ce paramétrage ou pas. Moi, je vais plutôt, parce que j'ai également les boules, je vais plutôt la faire, non pas avec un remplissage automatique, mais avec un remplissage circulaire et toujours sans sous-couche. Donc un espacement entre les rangées un tout petit peu plus réduit. Alors tout ça, c'est le fruit de l'expérience. Il faut faire des tests pour vérifier que tout va bien. J'applique, je quitte. Je vais également changer sa couleur. Je vais prendre un petit rose. Donc je définis le fond de ma sous-couche. Voilà. Et puis je suis curieuse de voir tout ce que tout cela rend. Donc je prends les deux éléments-là, parce que la sous-couche, par principe, n'est pas visible. Donc je voudrais voir ce que ça donne à la broderie. Donc dans les extensions de Inkstitch, on a la possibilité de simuler la réalisation. Alors c'est un truc intéressant. Donc, on voit bien cette sous-couche et on voit tout le travail qui est fait. Alors on a une autre indication intéressante. Alors là, on peut montrer ou ne pas montrer les points, c'est bien de les avoir. Et puis, on a la petite grenouille qui nous explique à quel moment on a des sauts de fil. Il se trouve que dans l'état actuel de cette réalisation, et étant donné la façon dont on a travaillé,
on a des sauts de fil seulement au changement de couleur. Donc c'est plutôt un fichier qui va bien fonctionner. Donc tout ça, et bien tout ça, je vais peut-être remettre, voilà, tout ça un peu plus. Allez, je vais laisser un peu de visibilité sur la sous-couche. Voilà. Pour continuer, ma sous-couche me convient, la base de ma surface également. Donc je bloque ces calques-là et je continue le travail. Je reprends le travail où je l'ai laissé et je voudrais maintenant rajouter sur les contours et à l'intérieur des traits de façon à marquer le contour ou à marquer les nervures. Alors je ne vais pas m'intéresser. La sous-couche, elle est terminée. La base surface, elle est terminée. Je rends tout ça invisible et je repars de la base de l'interpolation, cette partie-là. Je la duplique. Celle-ci, je la laisse intacte et je la recache. Celle qui vient d'être copiée, je vais l'appeler contour. Et je la déverrouille pour pouvoir la travailler. Dans contour, on se souvient qu'on avait les feuilles, les boules. On va pas s'attaquer aux feuilles, mais d'abord aux boules. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste. J'ai 3 boules. Et quand je suis en mode nœud et que je sélectionne chacune, je vois que cette boule-là a tout ce contour-là. La boule 12 a tout ce contour-là, donc on passe 2 fois ici. La boule 13 a des contours qui sont superposés aux 2 autres boules. Donc il va falloir faire en sorte de ne garder qu'un des contours. On va dire par exemple que tout ce qui est sur cette boule est conservé et on va supprimer sur celle-ci ce bout de chemin et sur celle-là ce bout de chemin. Pour cela, on va utiliser le mode nœud qui est pratique pour ça. Et avec toutes ces options, ajouter des nœuds, supprimer des nœuds, joindre des nœuds, les séparer, on n'en aura pas besoin de celui-ci tout de suite. Joindre des nœuds terminaux, on n'en aura pas besoin non plus. Par contre, on utilisera supprimer un segment entre 2 nœuds. Et ça, ce sont des fonctions qui permettent de gérer le type de nœud, nœud dur, nœud doux. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Donc le 12, je n'y touche pas. Le 11. Le 11, eh bien pour le retravailler d'ailleurs, je vais supprimer les 2 autres. Alors, on a dit que celui-ci, je supprime tout ce qui est sur cette courbe. Donc j'ai mon dernier nœud là, je sélectionne la courbe là, et si je veux la supprimer, je demande à supprimer le segment entre les 2 nœuds. Voilà pour la 11. Je passe à la 13. Sur la 13, j'ai besoin de supprimer ces 2 parties. Sur la 13, voilà. J'ai besoin de supprimer ces 2 parties. Donc déjà, je peux sélectionner un peu largement ces 3 nœuds-là, dont je n'ai plus besoin. Touche suppression. Et je supprime cette ligne-là. Donc je supprime le segment entre les 2 nœuds qui ne sont pas des nœuds terminaux. Et au fur et à mesure que j'éclaire là, hop, voilà, je récupère ça. Et puis je récupère, le dernier. Qu'est-ce que j'ai donc fait? Et je récupère le dernier. Voilà. Si je regarde le paramétrage de ces 3 chemins, pour l'instant ils sont paramétrés en point droit. La broderie se passe bien, sauf que je vais avoir des sauts. Ça, c'est pas génial.
comme tous ces chemins sont contigus, je vais pouvoir choisir, sont en des points communs, je vais pouvoir choisir pour broder un redwork. Donc je paramètre ça en point droit. Je vais juste mettre des points légèrement plus longs. Donc je suis à 72 points là. Et puis toutes ces vilaines choses. J'applique, je quitte. Et je demande dans le menu trait à faire du redwork. Le redwork, c'est 2 passages sur un chemin sans aucun saut. On va voir comment il s'est sorti de cette affaire. Pour ça, je retourne dans les paramètres et je regarde travailler. Voilà, alors ça va un tout petit peu vite. Donc je vais le faire à la main. Redwork, ça va être 2 traits partout superposés. Le premier tour. Alors on voit que je retourne en arrière. Premier tour, suivons bien la croix et hop, on repasse en arrière. Ensuite on ferme. On passe sur ce chemin, on fait celui-là, on revient en arrière et on fait le dernier et on revient en arrière. Donc on est passé 2 fois sur chaque chemin et on n'a plus aucun saut de fil. Donc c'est parfait. Alors on va essayer d'être aussi performant sur les feuilles. Je ferme temporairement les boules et je m'occupe des feuilles. Pour les feuilles, je ne vais pas avoir besoin de faire ce contour-là, puisqu'on vient de le traiter. Donc je vais m'y prendre autrement. Alors, j'ai 6 chemins, 6 demi-feuilles. Si je prends la feuille numéro 14, on va les faire 2 par 2. Elles sont en plus bien classées. Donc ce sont les feuilles paires dont je vais m'occuper. Si je prends les feuilles paires, j'éteins, je rends tout le reste invisible, je garde celle-ci, je supprime les points là dont je n'ai pas besoin, et ici, entre ces 2 points là, je demande à faire du vide. Parfait, je passe au 16. C'est exactement la même chose. Je supprime ces points-là. 1. Hop. Et hop. Et cette ligne-là, je la rends invisible. Je passe au 18. Donc 18, je supprime ces 2 points. Et je mets du vide. OK. Donc on va s'occuper maintenant des impairs. Impairs sur lesquels on va garder à peine plus de choses d'ailleurs. À peine plus de choses parce que le problème est le même. Donc ici, je supprime ce point, ce point, ce point. Et entre ces deux, je supprime la ligne. Le 17. Hop. Et je supprime cette ligne. Hop. Et le 19. Voilà. Et voilà. Je rends tout le monde à nouveau visible. Sauf les boules, pardon. Voilà. Et j'ai obtenu un contour. Et une petite délimitation là.
Alors tout ça, je vais également le programmer dans un point RedWork. Hop. Donc je paramètre déjà pour avoir mes bonnes longueurs de points. Il vaut mieux faire ça avant le RedWork plutôt que d'avoir des ennuis après. Voilà, donc on voit que tant que je n'ai pas fait de RedWork, j'ai quand même des sauts de fil. Et si je demande le RedWork, je vais donc avoir deux choses. C'est du trait, c'est du RedWork. Je vais avoir deux choses, je vais avoir deux passages par feuille. Et je vais avoir une ligne continue. On regarde les feuilles et le groupe de RedWork a été composé. Et on voit que là, tout se passe tranquillement. On voit revenir l'aiguille au début. Donc c'est parfait. J'ai fait les contours. Maintenant, les contours. Ah oui, si ces contours-là, je vais quand même en profiter pour les boules. Pour choisir une couleur, par exemple un rose. Pour les boules qui ne sont pas visibles. Voilà. Et ici, par exemple, un vert clair. Voilà. Pour les contours, écoutez, là c'est parfait. Je vais cacher mes contours et j'aimerais bien travailler sur les nervures. Les contours sont faits en RedWork. J'aimerais que les nervures soient faites en point triple. Donc je ferme tout ça. Je verrouille bien pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Je repars de ma base. Et je duplique. Et je vais appeler ça les nervures. Je vais rendre visible ce que j'ai récupéré et je déverrouille pour pouvoir travailler. On va utiliser une méthode un petit peu différente. On va dessiner. C'est relativement facile de tracer les nervures puisque c'est une ligne faite avec deux points. Pour nous aider, on va valider l'aimantation et on se rend compte que quand on utilise le crayon avec l'aimant, quand on est à un point sur un nœud qui existe déjà, apparaît ce petit message qui signifie que si je pointe exactement à l'endroit du nœud. Donc pas grand chose de difficile. Voilà, ma nervure est tracée. Je vais d'abord toutes les tracer. Hop. Hop. Nervure. Ok. Ok. Voilà. Maintenant, je me mets en mode nœud, ce qui va me permettre d'affiner chacune des courbes. Encore faut-il sélectionner la courbe. Voilà, je ne veux pas qu'elle soit remplie. Voilà, je ne veux pas qu'elle soit remplie. Voilà. J'ai tracé les trois nervures et puis je vais rapidement tracer des nervures. Alors, par contre, tout ça s'est mis à l'extérieur. Je les déposerai ensuite à l'intérieur. Donc, je vais tracer, toujours avec le crayon, des nervures qui partent des pointes et qui vont rejoindre la tige. Voilà. Et quand je repasse en mode nœud, je peux les retravailler pour leur donner une petite inclinaison et avoir quelque chose de moins sec.
Pour l'instant, j'ai de la couleur parce que mon outil est paramétré de cette façon-là. Quand un outil n'est pas paramétré correctement, je le paramètre et par un double clic sur l'outil, je demande à capturer depuis la sélection. Et à partir de maintenant, tout ce que je vais faire, je vous montre, tout ce que je vais faire, voilà, n'aura plus de fond, puisque je suis partie de cela. Donc il me suffit pour les autres de les resélectionner et de supprimer le fond. Chemin faisant, j'avance sur mes nervures. J'achève. Alors là, j'ai peut-être pas fait une très bonne observation. On a quelquefois des nervures qui se croisent franchement sur la feuille. Je dois dire que là, je n'ai peut-être pas respecté la morphologie de la plante. Voilà. Alors. Alors, subsiste quand même un souci, c'est que j'avais dit que je voulais des nervures. Et là, j'ai beaucoup de choses. Qu'à cela ne tienne, hein. Il me suffit d'enlever. Alors, déjà, ça s'est dessiné hors de mon dossier. On va le mettre ensuite. Mais je vais surtout supprimer les contours feuilles et baume qui ne me servent plus à rien. Voilà. Et je vais réinstaller tout ça à l'intérieur du groupe nervures. Voilà. Donc, dans mes nervures, j'ai tout simplement tout pris et je l'ai posé bêtement sur nervures. Maintenant que tous mes chemins sont réalisés, je vais les paramétrer. Tous ensemble, je les veux tous en point triple. Un point triple, c'est une première, un premier pas en avant, puis un avant-arrière. Là, j'ai une foule de sauts. Je ne m'en occupe pas pour l'instant. Puis je vais les faire un peu plus petits que le contour, donc je vais les laisser à 2,5. Mais surtout maintenant, je vais demander à ce que tous ces points-là soient arrangés un peu plus automatiquement que ceux-là. Donc dans le menu Traits, je peux faire un agencement automatique de points droits. Je ferme et dans les nervures, maintenant, je n'ai plus qu'un seul dossier, agencement automatique. Et si je veux regarder comment ça fonctionne, voilà, je vois que j'ai 3 sauts. J'en ai un là, j'en ai un là, et le troisième, où est-ce qu'il est? Celui-ci, ok. Ah oui, je vais faire cette nervure et puis je reviens. Ok, voilà, donc j'ai 3 sauts de fil pour le travail. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Je rends les contours visibles, je rends la surface visible, je rends la sous-couche visible, mais je ne la verrai pas. Je peux tout bloquer d'ailleurs. Maintenant, ça me convient bien. Donc je sélectionne tout, touche majuscule, et je sélectionne tous les dossiers. Et je vais faire une simulation. Voilà. Donc je vois que tout ce que j'ai programmé s'exécute bien. Toute la sous-couche se fait en une fois, les boules en une fois. Ces feuilles-là, on avait déjà vu que ça se faisait en une seule fois. Ici, c'est le contour rose des boules. Et je ne pouvais pas le faire avant que les boules ne soient dessinées. Donc je vais rechanger de fil pour revenir au même. Et puis là, ce sont les nervures et elles ont la particularité de comporter quelques sauts de fil. Mais somme toute, les réels sauts de fil, on n'en a que 3, puisque là, ce sont des changements de couleur.
Ce tableau, il est important. Il ne donne pas vraiment l'idée du résultat de la broderie. Par contre, il donne pas mal d'indications, dont le nombre de points. Le ou s'inscrit dans un carré de 85 par 80 à peu près. Il comporte 5700 points, ce qui est une bonne moyenne. Ça fera une broderie de densité tout à fait correcte. Attention au nombre de points, on n'en abuse pas. Alors, tant que tout ça est sélectionné, je peux aussi faire un rendu réaliste. Alors, j'ai créé un raccourci pour ça. Voilà le rendu réaliste. Et puis, je vais m'approcher. Alors, si vous vous souvenez bien, on avait dit qu'on mettait des points de 3 sur le contour. Exécuté en RedWork. Alors, le rendu réaliste ne donne pas tout à fait l'allure du résultat. On voit quand même que le point triple que j'ai exécuté en point 2,5 est légèrement plus court. Et ça, on le verra très bien sur la broderie réelle. Quand on en est là, l'urgence est de faire un premier essai. Donc ce ou-là, c'est celui que je destinerai par exemple à un coin de la serviette. Là, finalement, je le trouve un peu petit. Pour mes coins de serviette, j'ai envie d'avoir un espace plus grand pour mon dessin. Et puis j'aimerais que cette pointe-là soit vraiment plus dans le coin. Donc je vais prendre cet ensemble-là d'éléments, je vais les déverrouiller, sinon je ne ferai aucune modification. Donc tout ça, c'est mon motif. Et pour faire des modifications simplement, je vais tout grouper. Et je vais appeler ça coin de serviette. Il ne vous a pas échappé que je n'ai fait aucune sauvegarde et qu'il est recommandé d'en faire très régulièrement. Donc n'hésitez pas à sauver toutes vos versions très régulièrement. Donc j'appelle ce motif A. Et si je ne valide pas, coin de serviette. Voilà. Donc je peux le sélectionner. Et une fois qu'il est sélectionné, si je fais un double clic dessus, un deuxième clic, je peux travailler sur l'orientation. Alors imaginons que je veuille l'installer plutôt dans un coin de l'écran. Dans un coin, pardon, vraiment un coin de la serviette. Je vais me mettre dans les conditions réelles, là. Voilà. Et je souhaite qu'il ait une taille un petit peu plus grande. Là, actuellement, d'ailleurs, la taille est en pixels. Je vais la passer en millimètres. Et pour qu'elle le reste vraiment, je vais demander que mon document soit effectivement calibré toujours en millimètres. Voilà. Donc désormais, j'aurai toujours cette unité-là dans ce document. Et moi, je voudrais qu'il s'inscrive dans une zone de 120 mm. Donc je valide la valeur 120 avec le petit loquet bloqué. Je valide. Et je vois que, ayant bloqué le loquet, les deux dimensions ont changé en même temps. Dans les conséquences de ce changement de taille, on va tout de suite voir que si je demande l'exécution du motif, une simulation, je suis passé de 5700 points à 9009, ce qui est parfaitement normal. Tous les points sont recalculés. Les points de cette zone-là des feuilles vertes sont à 3 mm. Ils sont restés à 3 mm, mais il y en a plus. C'est pour ça qu'on dit que on ne doit jamais changer la taille du fichier machine, mais toujours la taille du fichier origine. C'est le fichier origine qui permet un recalcul des points. Donc ça pourrait être le travail qu'on fait pour modifier la taille. Je vous conseille, quand vous faites des changements comme ça, d'utiliser des fichiers de noms différents. Celui-ci pourrait s'appeler donc coin de serviette.
On va revenir à la taille antérieure. Comme c'est la dernière opération effectuée, CTRL Z va me permettre de revenir au point d'avant.